Maintenant, nous avons un débat sérieux sur le fait de vouloir repartir en guerre contre la Russie. Tout cela est tellement absurde, émotionnellement, socialement, économiquement. Faire exploser un pipeline, des sanctions qui ne fonctionnent pas. Nous sommes dans une telle dissonance cognitive, coupés de notre histoire, dans un refoulement émotionnel et une absence totale de perception politique. Face à ce qui se passe vraiment, on ne peut qu'avoir honte. Bon, et maintenant, j'en viens à Saporitcha. Tu connais ça aussi, quand on a tellement honte qu'on ne peut pas admettre son échec. La plupart des gens ne savent même pas dire pardon. Imagine un peu. Strax, Zimmermann et Macron, ou peu importe qui, doivent maintenant se présenter devant la presse. Nous avions tort. Les Russes ont gagné il y a 1 an et demi. Trop de soldats. Nous ne voulions plus de guerre. Nous avons refusé la solution diplomatique en avril 2022. Nous en sommes honteux et co-responsables. Ils devraient le faire maintenant, après 3 ans à nous répéter « le russe, le russe ». Si je voulais débrancher l'Europe, je dirais « Chère Madame von der Leyen, confisquez donc les avoirs russes ». Je parierais que tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont solidaires avec la Russie. Alors, tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui représentent la moitié de la population mondiale, retireraient leurs avoirs d'Europe. L'Europe s'effondre tel un château de cartes. Nous pouvons imiter les larmes. Donald Trump attaque frontalement l'Europe et l'Europe s'effondre sur elle-même. Un seul document stratégique suffit et l'image morale de soi s'effrite. Cette réaction en dit beaucoup sur l'Europe, peu sur Donald Trump. Je me réjouis de cette conversation. Ulrike, je suis ravi que tu sois là. Moi aussi, je suis ravie. Avant que nous ne décortiquions l'Europe, j'aimerais revenir un instant sur toi, Ulrike. Quand on regarde ce qu'on t'a fait subir ces derniers mois, atteinte à la réputation, destruction de l'existence, démolition publique, tu aurais donc toutes les raisons d'être ici à te plaindre, mais tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui te donne encore de l'espoir en ce moment? Merci pour la question. Nous parlons ici aujourd'hui, le 12 décembre 2025. Je ne veux pas cacher que c'est en fait ce licenciement et tout ce qui s'est passé avec. Ça a duré environ 3 ans maintenant. Donc si on dit que c'était en février 2023 jusqu'en février 2026, ça fait 3 ans. Je ne cache pas qu'en 3 ans, j'ai souvent eu des moments difficiles. Il y a eu un jugement négatif en première puis en deuxième instance. On est donc dans des montagnes russes d'espoir, de foi en l'état de droit, qui est à nouveau déçu. Mais en fait, si tu me demandes maintenant, je vais bien. Parce qu'en fait, c'est aussi en quelque sorte un processus de croissance intérieure ou un processus de purification ou un processus de catharsis. Il faut en fait apprendre à gérer le fait qu'on subit une injustice, puis il faut d'abord reconnaître qu'on n'est pas la seule. Si l'on considère les années Covid, combien on subit des injustices à ce moment-là. J'aimerais maintenant faire venir tous ces héros du quotidien invisible, ceux qui ont osé s'exprimer, qui ont été licenciés et qui, contrairement à moi, n'ont pas pu mener une procédure publique ou se défendre. La société a encore beaucoup à faire sur ce sujet. Tous ceux-là n'ont pas oublié. Il y en a beaucoup qui n'ont pas oublié. Alors on se brosse les dents le matin et il faut accepter que toutes ces personnes ressentent une injustice en pensant à ceux qui, eux, ne ressentent aucune injustice. Par exemple, Karl Lauterbach, Alena Briggs, les propriétaires de BioNTech, Madame von der Leyen, Madame Agnès Strack-Zimmermann ou qui que ce soit d'autre. Jens Spahn, scandale de masse. 11 milliards bradés. Richesse nationale, nos impôts. Pendant 3 semaines, il y a eu quelque chose dans la presse, puis c'est retombé dans l'oubli. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui est bien sûr psychologiquement difficile à supporter, c'est quand on a l'impression d'être pris pour une idiote. Dans mon cas, chacun peut vérifier sur le site web. Ce sont de minuscules erreurs à dénicher dans un vieux livre, des erreurs de citation diverses. Qu'on se fasse vraiment virer de l'université à 58 ans, c'est dur. Petit détail, j'ai été licenciée en février. Fin mars, même mon salaire de mars n'a pas été payé. Tu comprends? Bien sûr, tout ça a été un énorme choc, mais j'ai eu 3 ans pour traverser cette épreuve. J'aimerais aussi dire quelque chose à ce sujet. Quand on a traversé la vallée des larmes, comme probablement beaucoup d'autres héros du quotidien, on en sort d'une certaine façon plus forte. Donc en fait, je veux vraiment... En parlant maintenant, j'ai l'impression d'avoir vécu tant d'expériences enrichissantes et d'avoir reçu beaucoup d'aide. J'aimerais ajouter quelque chose. Lors de notre première ou deuxième rencontre sur Zoom, tu m'as préparé un gâteau. Je me souviens de tous les commentaires. Il y avait du soutien, ça a été remarqué. Il y avait de l'aide.
Et sans cela, ça n'aurait pas marché. J'aimerais bien dire la même chose. Malheureusement, j'ai un chantier ici en ce moment. De temps en temps, des gravats sont apparemment déposés, donc en ce sens, c'est aussi un mouvement dialectique. Comment ai-je tenu le coup? C'était ta question? Je n'étais pas seule, nous étions nombreux, j'étais juste visible, plus visible que d'autres, et puis on m'a aidée. Et sans ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai encore lu quelque part sur LinkedIn ou ailleurs un commentaire très gentil. Sans cet encouragement qui agit comme un baume sur les blessures, qui vous fait aussi ressentir cela, ou qui dit tu fais quelque chose de bien en continuant à te plaindre, en te défendant, tu représentes beaucoup d'autres personnes. Sans cela, ça n'aurait pas été possible, mais ça m'a vraiment renforcée grâce au soutien. Et maintenant, on y va. Oui, je dirais que jamais 203. Tribunal du travail de Bonn, non. Tribunal régional de Cologne, non. Tribunal fédéral du travail d'Erfurt, on passe donc à la 3e instance. Nous allons justement déposer demain, le 13 décembre, la requête. Nous faisons ce qu'on appelle un recours en non-admission. J'ai vraiment découvert ces dernières semaines et ces derniers mois que, personnellement, le mode combat me convient mieux que le mode déprime. Oui, donc on a une autre efficacité personnelle quand on dit « je veux ». Même si ce n'est que pour les archives de l'histoire et de la République fédérale, je souhaite que cette procédure de protection contre le licenciement presque absurde soit documentée et mon avocate partage cet avis. En fait, je suis fermement décidée, au cas où la Cour fédérale du travail n'admettrait pas le recours. Essayons alors de saisir la Cour constitutionnelle. Un peuple sans limite a des politiciens sans limite. Serais-tu d'accord avec cette thèse? Je parle des récits mensongers, toujours plus grands et audacieux, mais il y a peu de résistance dans les rues. Notre classe politique ne nous prend pas au sérieux. Les gens n'assument pas vraiment leurs responsabilités, ne résistent pas et acceptent tout en quelque sorte. Oui, donc c'est évidemment un changement clair entre, disons, avant et aujourd'hui. Je le remarque d'abord, mais c'est seulement quand on est plus âgé qu'on remarque vraiment ce changement. Si on a grandi dans la société actuelle, on pense sûrement que tout cela était normal. Il m'est très difficile, à 61 ans, de dire à une génération plus jeune que les choses étaient vraiment différentes autrefois. Par exemple, qu'en République fédérale d'Allemagne, en 1983, nous pouvions encore mobiliser massivement contre la guerre. À l'époque, même des institutions comme Die Zeit, donc la Comtesse de Neuf, ou la maison d'édition Moreau, ou les maisons d'édition de gauche, ou Constantin Wecker y ont participé. Quels autres chanteurs et auteurs-compositeurs avions-nous encore? Oui, ils ont tous pris la parole et ont dit « ce n'est pas possible » et puis il y a eu les Pershings. Oui, voilà, il y a eu un grand débat. Je crois qu'ils ont quand même été stationnés. En tout cas, la capacité de mobilisation de la société était plus grande et je suis maintenant très heureuse que les élèves, par exemple, aient manifesté le 5 décembre. Oui, grève scolaire pour la paix. Chez la jeune génération, c'est pareil avec cette loi de mobilisation. Donc, le fait que maintenant les jeunes hommes de 18 ans jusqu'à, je ne sais pas, doivent être recensés, cela a manifestement provoqué une mobilisation dans les écoles. Oui, donc voilà pour dire que les choses ont changé dans la société. Tu as demandé, comment se fait-il que nous soyons devenus une société aussi peu reconnaissante? Oui, je vais le dire, et c'est bien là le vrai problème. Je t'avais envoyé ce rapport sur la censure avant notre conversation. Je te demanderai vraiment de le mettre en lien ci-dessous parce que je pense que c'est très important pour ton public cible. Il y a maintenant un Australien, Andrew Lowenthal, que je connais aussi personnellement, qui a rédigé un rapport sur la censure, donc le réseau de censure en Allemagne, et quels sont les points à souligner. Tout d'abord, le rapport, je crois à la page 4 ou 5, présente un excellent schéma sur la cartographie du complexe de censure allemand. Nous pensons toujours être une si belle démocratie. Oui, et le rapport détaille tout cela sur 60 pages. Quel ministère finance, quelles organisations non gouvernementales afin de maintenir, comme on dit, le contrôle sur l'interprétation. Oui, donc par exemple ça. Et puis tu arrives tout de suite à mon licenciement. Oui, donc par exemple. Le Centre pour la modernité libérale est un think tank. Oui, ceux qui ont défendu la vaccination pendant le Covid et qui disent de maintenant « Poutine, c'est Hitler » et ainsi de suite. Oui, ceux qui ont attisé le feu. Ce Centre pour la modernité libérale a, par exemple, reçu 700 000 € de fonds du ministère fédéral de la Recherche. Tout cela est démocratique, bien sûr, oui, évidemment.
Une analyse des adversaires, une analyse des adversaires. En démocratie, il n'y a pas d'analyse des adversaires. Oui, il y a des personnes qui pensent différemment, mais pas d'adversaires. Cette analyse des adversaires était censée, je mets toujours des guillemets, il devait surveiller des intellectuels critiques comme Ulrike Guérot pour leurs pensées différentes. Alors je dirais, la démocratie se caractérise par le fait que les personnes qui pensent différemment ne sont pas fusillées ni emprisonnées, mais qu'elles peuvent exprimer leurs opinions différentes au Parlement, à l'école, à l'université. Ensuite, on en discute. C'est le principe fondamental de la démocratie. La surveillance des intellectuels critiques envers le système en tant que tel est totalement antidémocratique, et j'étais l'une de ces intellectuels critiques envers le système. L'auteur de cette analyse des opposants, Marcus Linden, quelqu'un de l'université de Trèves, est, après les Galliqueux de Tapsen, également l'auteur des soi-disant accusations de plagiat dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung dont je viens de parler. 4 juin 2022, cela veut dire que je peux établir un lien personnel entre ce rapport sur la censure et mon cas de licenciement. Nous allons bien sûr également le signaler à la Cour fédérale du travail. C'est pourquoi je pense vraiment, encore une fois, que mon cas est pertinent pour la société. Oui, parce que la deuxième chose que tu mentionnes ensuite, comment avons-nous pu en arriver à une telle société? Cela en dit long. Les gens ont compris où sont les limites et plus personne ne parle à voix haute quand j'ai présenté ce rapport sur la censure au Sprechsaal de Berlin. Il y avait un homme qui a posé une question et il était manifestement fonctionnaire dans un ministère allemand. Et il a dit, Madame Guéraud, lors de réunions au niveau de secrétaire d'État, si ce dernier ou le ministre d'État affirme « Nous devons entrer en guerre contre la Russie ». L'OTAN a dit blablabla, il faudrait que les fonctionnaires connaissant la clause de paix de la loi fondamentale devraient en fait se lever et parler. Monsieur le ministre, êtes-vous sûr que nous avons la bonne analyse? Avons-nous peut-être négligé qu'il y a une corresponsabilité de l'Occident? Avons-nous peut-être négligé que Karaganov vient justement de proposer un pacte de non-agression? Avons-nous la bonne analyse? C'est ce qu'une société démocratique devrait débattre. Oui, pourtant ce monsieur affirmait que cela n'a plus lieu. Cela veut dire que nous avons neutralisé la critique dans tous nos systèmes. La philosophe espagnole ou catalane Marina Garcés, qui vit à Saragosse, je ne peux que la recommander. Elle a écrit un livre en 2016. Peux-tu aussi mettre le lien? Pour un nouvel éclaircissement et pour un nouvel éclaircissement radical, elle parle de la soi-disant neutralisation de la critique. Cela signifie que la critique est neutralisée dans le système et n'apparaît plus. C'est pourquoi la critique a, pour ainsi dire, glissé en dehors du système. Tu es maintenant critique du système, tu fais un vidéoblog et une chaîne YouTube comme beaucoup d'autres critiques. C'est en somme ce qui a été récolté dans les années 60. On appelait ça l'opposition extra-parlementaire. Cela n'existe plus au Bundestag. Tu n'es pas à la télévision. Tu comprends ce que je veux dire? Nous avons un système qui s'est neutralisé, homogénéisé et neutralisé, complètement séparé des voix critiques. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'histoires équilibrées. Le système perd donc ses moyens d'autocorrection. C'est très important, oui, et c'est aussi dans ce contexte que l'on peut comprendre ma démission. À l'université de Bonn, de nombreux collègues réfléchissent aussi au réarmement, au budget de la défense, à l'OTAN, etc. Parmi eux, Frank Ambach, collègue à l'université de Bonn que j'ai récemment entendu sur Deutschlandfunk. Il a répété que la livraison d'armes est essentielle en ce moment, etc. J'ai aussi un collègue, Ulrich Schrigi, à l'université de Bonn, ancien du ministère de la Défense. Il est aussi pro-OTAN, pro-5%, etc. Ça aurait été bien qu'il y ait une autre voix scientifique comme la mienne à l'université de Bonn, qui dit « on peut regarder de ce côté et de l'autre, d'autres arguments, chiffres, et nous allons en discuter. Oui, mais on m'a tout simplement écarté. Une société démocratique ne peut tout simplement pas survivre sans correctifs automatiques. » Et nous en sommes là maintenant. C'est pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas seulement de mon petit cas. Cette liberté scientifique et la façon dont elle est liée à ce rapport sur la censure, c'est très important. Quand nous en discutons maintenant, nous parlons de véritables opérations de guerre. Donc, ce n'est pas simplement un sujet scientifique abstrait. Ce n'est pas comme si nous parlions de savoir si, en archéologie, on peut éclairer un vase chinois de telle ou telle manière, mais nous parlons du fait que l'opinion formée sur ces événements de guerre qui a été uniformisée,
la neutralisation de la critique, que cette opinion uniformisée est maintenant transmise dans les stations de radio, dans les universités, dans les écoles, pour ainsi dire. Des caporaux interviennent dans les écoles pour inciter nos élèves à rejoindre la Bundeswehr. Fais quelque chose d'utile. J'ai déjà parlé des universités et nous avons justement des couloirs d'opinion. Je vais donner 2 exemples. En allemand, c'est sublimé, comme Deutschlandfunk. Je crois que c'était dimanche ou un autre jour, vers 17h, qu'une émission scientifique a été diffusée. Il y a 2 ou 3 jours, mardi, je pense. Nous parlons aujourd'hui, vendredi. Ça parlait de technologie militaire et ensuite de la technologie militaire de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont désormais de super drones. Ensuite, ils ont interviewé quelqu'un de la Bundeswehr, peu importe qui, un employé qui, pour ainsi dire, s'est presque emballé dans sa voix en parlant de la qualité des drones ukrainiens et de la technologie militaire. Et l'Allemagne doit absolument, donc la Bundeswehr doit absolument obtenir cette technologie de drone avec l'Ukraine. Je ne veux pas juger cela militairement. Je ne connais pas les drones, mais juste l'exaltation dans la voix. Donc, le fait que ce soldat de la Bundeswehr était si heureux que les Ukrainiens aient maintenant de si bons drones, c'est évidemment un biais à l'écoute. Oui, on pouvait littéralement entendre sa joie. Mais dans un reportage critique, on aurait quand même aimé que quelqu'un dise « Bon, mais qu'est-ce que sont vraiment les drones pour la technologie militaire ?» Donc les drones, par exemple, ils t'éloignent quand même de tuer. Une personne du secteur du jeu vidéo a confirmé en interview « Oui, c'est notre objectif. Nous travaillons maintenant sur nos jeux vidéo où nous amenons des personnes de 60 ans ou des enfants de 8 ans à tuer avec ces jeux Nintendo, de façon ludique. Nous collaborons avec la Bundeswehr. » Un général a ensuite confirmé cela en interview. Nous sommes ravis que l'industrie du jeu vidéo rende ces jeux très réalistes. Parce que comme ça, la transition du jeu à la guerre se fait en douceur, pour ainsi dire. On s'attendrait alors à ce que cette contribution soit contextualisée et que des questions soient posées. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons surtout initier nos garçons à ces jeux pour qu'ils puissent ensuite, avec des drones, tuer? Cela désinhibe, car ils ne voient même plus où le drone frappe ni qui il cible. Oui, souhaitons-nous vraiment cette ludification de la guerre? Devons-nous proposer une loi au Bundestag pour l'interdire? Tu comprends ce que je veux dire? En ce sens, je pense que nous ne remarquons même plus, pour ainsi dire, les vis qui sont tournés dans notre perception. Peu de temps après, un reportage est passé sur Deutschlandfunk à propos d'Estoniens qui, apparemment, faisaient presque des exercices de partisans à la frontière estonienne-russe. La nuit, dans la forêt, ils surveillent. Où sont les Russes? Comment se défendre? Oui, j'ai écouté cette émission destinée aux femmes avec ce message « Nous, les femmes, protégeons la frontière, etc. » Il y avait presque toujours une dimension semi-érotique. Oui, des femmes en uniforme, tu vois. Je me suis vraiment demandé pourquoi ces femmes, ces Estoniennes, ne peuvent-elles pas aller voir les Russes et dire « Est-ce qu'on pourrait construire une crèche commune pour nos bébés ?» Oui, c'est ce que faisaient des gens autrefois, par exemple en Israël ou en Palestine, avec de nombreuses initiatives allant dans ce sens. Les femmes disaient « construisons une école pour nos enfants ». Oui, voilà, et que nous avons en quelque sorte perdu toutes ces choses du discours, au point que ce n'est même plus abordé dans de telles émissions, mais que l'émission ne fait que t'y conditionner. Le russe est de toute façon méchant, et maintenant il y a de courageuses Estoniennes qui, heureusement, veillent à la nuit dans la forêt pour nous protéger des méchants Russes. Je trouve que c'est une perception unidimensionnelle de ce conflit, et je me demande vraiment comment nous en sommes arrivés là. Mais parlons un instant, Ulrike, du nouveau document stratégique de Donald Trump. Il veut diviser l'Europe, soutient des gouvernements autoritaires et l'affirme ouvertement. On pourrait dire « oh non, surtout pas ». Mais regarde la politique centre-gauche de ces 20 dernières années, cela a mené à un désastre en Allemagne. Je vais poser une question très simple. Qu'est-ce qui pourrait vraiment empirer avec un gouvernement autoritaire? Nous avons connu une période dominée par la gauche. Maintenant, l'esprit du temps sera centre-droit. Nous nous battons tous les uns contre les autres et nous ne regardons pas vers le haut, là où le vrai conflit devrait en fait avoir lieu. Alors pourquoi tout le monde s'énerve-t-il? Maintenant, ça va juste devenir un peu plus conservateur de droite. Cette opposition droite-gauche n'est plus valable. Je dirais, c'est justement ça le problème, que ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche écolo, dégénérée. Non, ce n'est plus la gauche. Être de gauche, c'est défendre paix et justice. On dit que les Verts et le Parti social-démocrate ne sont pas pour la paix. Définitivement pas. Oui, donc ni Annalena Baerbock, ni Antonio Freiter, etc.
Mais ils ne soutiennent pas la justice sociale. Par exemple, les lois sur le chauffage, les coûts sociaux et l'inflation due à la guerre aussi. J'ai acheté des raisins récemment. Ici, c'est 6,60 € le kilo, c'est fou. Oui, maintenant pour Noël, ils ont baissé le prix du beurre exprès pour que ça ne se remarque pas trop. Elle coûte maintenant 99 centimes en promo de Noël. C'est incroyable. Voilà ce que je voulais dire. J'ai expliqué cela d'une part dans mon livre sur le tournant de l'époque, mais je l'ai aussi dit dans d'autres vidéos. La distinction droite-gauche n'existe plus. Nous sommes dirigés par un bloc bourgeois. Le schéma droite-gauche a été retourné. En bas, tu as le front transversal de l'alliance Sarah Wagenknecht, l'AfD, soit le peuple contre les élites. En haut, ce sont les élites. Les élites sont post-idéologiques. Post-idéologiques. Oui, maintenant, ils font des lois sur le climat, sur le wokisme, sur la guerre, bref, tout ce qu'ils veulent. Mais cela n'a plus de lien avec le SPD, la CDU, la gauche, la droite, la paix ou la justice sociale. C'est pour ça qu'on avait le gouvernement du feu tricolore et la grande coalition, parce que c'est tout simplement post-idéologique. Oui, donc droite, gauche, en haut, en bas, voilà. Voilà pour commencer. Je pense aussi que cette attribution de gouvernement autoritaire est complètement fausse. En fait, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment dommage que, dans le même souffle où nous qualifions le wokisme de gauche, nous qualifions le conservatisme de droite. Nous avions autrefois des partis conservateurs. Ils ont une place dans la société. On peut les aimer ou pas, mais tout ce qui est conservateur, donc que nous voulions une agriculture raisonnable, réunir la culture des champs et l'élevage, que nous voulions de bons aliments et que nous ne soyons pas contre l'industrie pharmaceutique. Et peut-être quand même vouloir que l'homéopathie soit remboursée par la sécurité sociale. Toutes ces choses-là, oui, maintenant tout ça c'est considéré comme de droite. Oui, c'est complètement absurde. Cette idée de droite, oui, la droite, ça veut dire que tout ce qui ne convient pas à l'oligarchie, si tu veux, est considéré comme de droite. Ainsi, cette notion d'autorité est également discutable. Parce que le problème, je pense que Trump se trompe aussi là-dessus, lui qui ne fait pas vraiment de théorie politique. Trump fait toujours des affaires, nous en parlerons dans un instant. Mais ce dont il s'agit, c'est que nous avons utilisé le terme de démocratie libérale, et ce terme est en soi problématique. Pour ceux qui souhaitent réécouter, j'ai une chaîne YouTube où je fais des critiques et parle des livres de Philippe Manot. Il a écrit un livre sur la démocratie libérale. L'idée principale de ce livre est qu'il est intellectuellement malhonnête de parler de démocratie libérale. Si nous voulons une démocratie socialiste, parce que nous disons qu'à 80%, nous voulons maintenant une démocratie socialiste ou anarchiste, alors il serait très démocratique de faire une démocratie anarchiste ou socialiste. Il est malhonnête d'associer systématiquement démocratie et libéralisme. C'est pourquoi nous avons maintenant la situation où, par exemple, l'Union européenne est une structure libérale mais pas démocratique. L'Union européenne a un marché intérieur. Celui-ci est très libéral, mais les structures de l'Union européenne, les structures de gouvernance, ne sont pas démocratiques. La majorité affirme toujours que l'Union européenne ne pose aucun problème. Oui, Orban a été élu démocratiquement, mais il n'est pas libéral, par exemple parce qu'il régule les prix des denrées alimentaires pour les classes populaires. Puis, nous le qualifions de démocrate illibéral. Mais cela montre déjà que la démocratie nous importe peu. Donc l'Union européenne peut être antidémocratique tant qu'elle est libérale, mais Orban n'a pas le droit d'être démocrate tant qu'il est illibéral. Et pour illibéral, on utilise rapidement le mot autoritaire, mais je pense que c'est une erreur. Voilà, c'était quelques petites explications théoriques. Je suis désolée, mais c'est très important, car nous sommes vraiment dans une sorte de bouillie de discours. Je me dis simplement, si on ne clarifie pas les termes et qu'on ne précise pas à nouveau les catégories, alors tout le monde mélange tout. Oui, alors maintenant parlons de Trump. Il est tout à fait clair que les Américains, ainsi que l'administration Trump, veulent manifestement diviser l'Europe entre l'Est et l'Ouest, oui, et ces Européens de l'Ouest arrogants, qui se croient actuellement dans le camp du bien, pensent tout savoir mieux que les autres. Se séparer des Européens de l'Est. En Europe de l'Est, nous voyons Fichou, les Tchèques avec Babicek, Orban, ainsi que les Roumains et la Bulgarie. Ainsi, nous voyons ces pays actuellement. J'ai aussi mentionné dans mon livre sur le changement d'époque la création d'un espace Danube-Europe. Depuis longtemps, des ambitions existent pour créer un espace d'Europe de l'Est avec une pensée différente. Je pense que ce n'est pas lié à l'autoritarisme, donc je n'utiliserai pas ce terme.
Cela a à voir avec le fait qu'on souhaite une démocratie qui n'est plus libérale, ce qui est toutefois permis. Donc, si tu dis « je veux une démocratie qui s'occupe bien des femmes célibataires avec enfants, où les allocations familiales sont triplées », selon les lois du marché, tout cela n'est pas libéral, mais c'est très démocratique. C'est justement ce prestige de Merkel avec son « nous avons besoin d'une démocratie conforme au marché ». Non, nous avons besoin d'un marché conforme à la démocratie. Donc, il faut inverser les choses. Et les Européens de l'Est le font maintenant, et à ce titre, c'est tout à fait légitime, et cela n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Les laissés pour compte sont aujourd'hui les démocraties libérales, notamment l'Occident, France, Macron, Starmer, etc. Les Britanniques ne font plus partie de l'Union européenne, ceux qui pensent maintenant qu'ils doivent défendre la démocratie libérale en Ukraine. Je passe à la stratégie de sécurité totalement absurde. Voyons quelques faits et chiffres. Sur les 500 milliards au total que l'Union européenne a injectés en Ukraine, 48 milliards ont déjà disparu. Oui, et Zelensky ne sait pas où ils sont. 48 milliards, ce n'est pas comme perdre un billet de 50 euros, c'est 48 milliards d'euros. En même temps, le nombre de, comment s'appelle ces Lamborghini, ces voitures de luxe, le nombre de ventes de Porsche et Lamborghini aux Ukrainiens à Monaco augmente. Je crois qu'il a été multiplié par 250. On pourrait maintenant établir un lien entre les fonds détournés, 48 milliards, et les structures oligarchiques qui font qu'à Monaco, de superbes voitures avec des plaques ukrainiennes apparaissent. Oui, d'ailleurs, j'ai maintenant un mème. Je peux aussi te l'envoyer, oui, mais c'est vraiment un très bon mème. Les images parlent d'elles-mêmes. On voit Volodymyr Zelensky arriver du ciel comme le Père Noël avec son traîneau. Oui, et puis il y a Madame von der Leyen, Macron et Merz qui donnent à Zelensky un énorme sac d'argent. Zelensky prend 3 sucettes et en donne une à Macron, à Madame von der Leyen et à Merz. Et puis, ils sont contents comme des enfants, et Zelensky s'envole à nouveau dans le ciel avec son traîneau de reine et son sac d'argent. Ça résume tout, en fait. Par ailleurs, Zelensky, notre chef d'État, semble encore hésiter à autoriser des élections. Oui, alors, quelle démocratie défendons-nous? Nous défendons essentiellement une Ukraine profondément corrompue, avec des tendances parfois fascisantes, qui restreint la liberté d'expression, l'opposition au Parlement, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a en Ukraine de bonnes institutions de la société civile. Je ne veux pas le nier. Là aussi, des personnes combatives et de bons démocrates tentent de résister. Oui, mais maintenant Zelensky a perdu son conseiller. Je dirais que les structures démocratiques en Ukraine ne sont pas en bon état en ce moment. Nous nions simplement cela et, en Occident, nous faisons toujours comme si nous devions défendre quelque chose là-bas. Voilà, et contre cette cécité occidentale, cette incapacité occidentale à reconnaître ses propres échecs. L'Europe occidentale, contre cela, c'est ce que critique maintenant Trump lorsqu'il écrit dans son étude sur la sécurité. L'Europe est en déclin civilisationnel. Parce que l'Europe n'est plus capable d'autocritique, n'est plus en mesure de corriger ses décisions politiques, parce que l'Europe n'est plus capable de faire une évaluation rationnelle de ses propres capacités. Alors tu sais, je veux dire, comment ça s'appelle déjà ce plan général pour l'Allemagne? Plan d'opération pour l'Allemagne? Oui, comme nous. Je peux seulement dire, le plan d'opération pour l'Allemagne s'arrête à Stuttgart. La gare, commencée en 2012, devait finir en 2021, mais sera peut-être achevée en 2029. Mais quand il s'agit d'envoyer encore des troupes au front, ou peu importe, nous n'avons même pas les chauffeurs ni les camions pour cela. Cela signifie cette surestimation européenne de la réalité militaire d'une guerre qui est déjà perdue depuis longtemps. Regardez simplement l'aspect militaire. Je ne suis pas experte, mais j'écoute les vidéos de Glenn Disson ou de Mosheimer sur YouTube. Il y en a assez, ou celles de Ritter. Il y a suffisamment de bonnes personnes qui analysent tout ça, les troupes, les armes, et ainsi de suite. Quand on écoute tout ça, toute personne capable de réfléchir sait que cette guerre est perdue depuis au moins 1 an. Oui, et maintenant les dernières villes sont tombées. Maintenant, derrière, c'est en quelque sorte un terrain libre. Les Russes peuvent sans doute passer par la JEPA ainsi. On peut maintenant tout regretter et, comme l'Occident, dire « ce n'est pas possible », etc. Bien sûr, c'est ce que fait encore Stark Zimmermann sur Deutschlandfunk. Oui, maintenant les Russes avancent, mais se remettre en question voudrait dire « d'accord ». En avril 2022, des négociations ont eu lieu à Istanbul, menées par le Suisse Jacques Ruch. Il a écrit un livre à ce sujet.
Tout le monde peut le lire et dans ce livre, il est écrit que les Russes ont essentiellement proposé la paix immédiate en avril 2022. La Crimée serait restée russe, tout le reste serait resté en Ukraine. Qui n'a pas signé cela? Zelensky l'avait déjà paraphrasé. Boris Johnson est arrivé en avion de Londres, ouvertement, il était en mission pour les Américains, et il a prononcé la phrase légendaire « L'Occident n'est pas encore prêt pour la paix ». Nous n'étions pas prêts pour la paix. Oui, de cela dit le général Couillat, donc l'ex-général Couillat, qui est aussi un expert militaire, il dit chaque retard dans la guerre et chaque évolution du front qui s'est matérialisée en faveur des Russes depuis avril 2022, pour ainsi dire, est à mettre au compte de l'Occident ou du moins à la corresponsabilité de l'Occident. Nous sommes maintenant dans une situation tout à fait claire où nous n'avons plus de solutions qui permettent de sauver la face. Oui, la guerre est gagnée. Les soldats désertent. Ils sont plus d'1 million. Oui, que Dieu ait leur âme. Ces jeunes hommes qui sont tombés des deux côtés. Inutile, surtout qu'en avril 2022, tout aurait pu finir. Maintenant, ce ne sont que des marchandages. Oui, et Donald Trump y participe aussi. Tu te rappelles l'accord sur les terres rares qu'il a signé, pour ainsi dire, avec l'Ukraine. En même temps, il est maintenant très très probable que le Donbass et Louhansk, ces deux régions, tombent entre les mains des Russes. Alors, pour ainsi dire, beaucoup de terres rares et d'autres ressources s'y trouvent aussi. Les Russes auront donc leurs minéraux, si tu veux. Pour l'instant, il s'agit d'abord d'un cessez-le-feu, puis de négociations de paix, mais essentiellement de transactions. Qui obtiendra quelles terres rares? Donc autant? Pour répondre à la question, de quoi s'agit-il? Oui, il s'agit de terres rares, pas de paix ou de liberté. Oui, et cela n'a jamais été aussi évident que durant la guerre en Ukraine. Donald Trump assume franchement ses intérêts. America first. Ce conflit concerne essentiellement des négociations. Mais de l'autre côté, nous avons des politiciens en Europe qui, d'une certaine manière, voulaient rester très impitoyablement impliqués dans cette guerre. Penses-tu qu'ils sortiront de la guerre la tête haute et sans conséquence? Il y aura encore un nouveau niveau d'escalade déclenché. Parce qu'on pourrait, par exemple, faire exploser une centrale nucléaire. Qu'en penses-tu donc, tout d'abord? Nous avons maintenant constaté que les Américains semblent vouloir, en quelque sorte, diviser l'Europe. Je ne veux pas blâmer les Américains. Nous sommes déjà divisés sur cette question de guerre. Donc l'idée que l'Union européenne soit un projet de paix, c'était le cas dans les années 90, une autre époque. À ce moment-là, je travaillais pour Delors. Une Union européenne qui répète depuis 70 ans « l'Europe, plus jamais la guerre ». Qu'une telle institution puisse s'impliquer dans une guerre, c'est complètement absurde. Nous n'avons jamais eu de véritable unité européenne. Je voulais juste le préciser rapidement avant de parler de Zaporijjia. Toute cette histoire d'incitation à la guerre, c'était les pays baltes. Les Estoniens avec les Polonais, avec les Britanniques, avec Washington et bien sûr maintenant Macron et Merz. Malheureusement, dans la perversion totale de la relation franco-allemande. Les Polonais, Roumains, Bulgares, Hongrois, Tchèques, Slovènes, Italiens, Grecs, Bosniens, Portugais et Espagnols veulent quitter l'OTAN. Oui, donc il a toujours été faux de supposer cela. C'est pourquoi je pense que l'Union européenne ne survivra probablement pas institutionnellement à la tragédie de l'Ukraine. Le ressentiment contre Madame von der Leyen est immense. Lapsus contre Madame Giraud. Oui, contre moi aussi, le ressentiment est grand, parce que j'ai dit cela et que j'ai été renvoyée de l'université pour cette raison. Mais le ressentiment contre Madame von der Leyen est immense. Il y a eu 3, motions de censure au Parlement européen. Oui, donc aussi au Parlement européen. Oui, les forces populistes et conservatrices sont proches de la majorité. Alors, tu dois voir, entre le groupe PPE, Parti populaire européen, et les 3 soi-disant partis populistes, il n'y a que 2 mandats de différence, 3 motions de censure. Tu dois écouter le dernier discours de Madame von der Leyen. Elle est là pendant 1 heure. Nous devons être forts. Nous envoyons nos soldats. Donc tout ce discours est, je dirais, vraiment à vomir. J'ai travaillé dans les années 90 pour Jacques Delors, un catholique socialiste en faveur de l'Europe. Oui, il voulait la paix et la justice en Europe ainsi que la démocratie. Nous devons être forts face à la Russie. Donc cela veut dire que nous ne rejetons pas cela sur les Américains. Nous, l'Europe de l'Ouest, nous nous sommes surestimés nous-mêmes dans ce conflit. Nous avons agi de notre propre chef. Oui, cette haine envers les Russes a pu être mobilisée ici. Pourquoi? Le Russe arrive donc dans une forme d'humiliation. Donc aussi que cela ait été possible ainsi. Que nous ayons oublié notre histoire, que nous ayons oublié les 27 millions de soldats soviétiques morts lors de la campagne Barbarossa.
que nous avons décontextualisé le contexte, donc que tout cela n'a pas été raconté. Donc, pour la seconde fois, je dirais nos pères et grands-pères. 27 millions de morts en Union soviétique, jamais racontés. Maintenant, nous avons un discours sérieux, selon lequel nous voulons à nouveau partir en guerre contre la Russie. Tout cela est absurde, émotionnellement, socialement, économiquement, faire exploser un gazoduc, des sanctions inefficaces. Nous sommes donc dans une telle dissonance cognitive, coupée de notre histoire, dans un refoulement émotionnel et une absence totale de perception politique de ce qui se passe réellement. On ne peut qu'en avoir honte. Et maintenant, je vais parler de Zaporijjia. Tu sais pourquoi? Même quand on a tellement honte qu'on n'ose pas l'admettre lors de ses propres réunions. Qu'est-ce qu'on fait alors? Beaucoup ignorent comment dire pardon. Désolé, je me suis trompé. Imagine un peu, Strack Zimmermann et Macron, ou peu importe qui, doivent maintenant aller devant la presse. Les Russes ont gagné ça depuis 1 an et demi. Trop de soldats. On ne voulait plus la guerre. Nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas accepté la solution diplomatique en avril 22. Nous avons honte. Nous sommes co-responsables. Ils devraient le faire maintenant, après 3 ans à répéter « le russe, le russe ». Cela montre qu'il n'y a pas de solution honorable. Il y a une citation de Rimbaud, un jeune poète pendant la Révolution française. Il a dit un jour « Celui qui ne peut pas créer doit détruire. Celui qui ne peut pas doit détruire. » Donc, celui qui ne peut pas instaurer la paix maintenant, celui qui n'a pas œuvré pour la paix, qui s'est couvert de honte devant l'histoire et la diplomatie, trahissant l'héritage de la civilisation européenne, s'est comporté ainsi envers l'Europe, considérée comme une femme. Celui qui a abusé de l'Europe parce qu'il l'a violée, on peut bien le dire de façon érotisée. Que peut-il faire sinon se débattre? La citation de Rimbaud signifie que j'ai tellement honte que je m'enterre, sans solution pour sauver la face, ne laissant que des décombres et des cendres. Comme ça, ce sera forcément la faute de Poutine. Comme ça, personne ici n'aura l'idée que nous avons peut-être une grande part de responsabilité dans tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous évoquons une situation où Matt Rutte a tenu un discours assez mystérieux, interprétable de diverses façons. Donc, le secrétaire général de l'OTAN, que j'ai pour ma part interprété spontanément de cette façon. L'interprétation reste possible. Qu'il s'agit maintenant en fait de cette centrale nucléaire de Zaporijjia, où il y a encore des combats, oui, et bien sûr, la question se pose, une bombe atomique va-t-elle tomber sur cette centrale nucléaire? Y a-t-il un risque de catastrophe nucléaire? On se rappelle tous de Tchernobyl, en 1986, non? Oui, alors là, tu as bien sûr une catastrophe nucléaire. C'est-à-dire, tu as comme Fukushima, comment ça s'appelait? Fukushima au Japon ou quelque chose comme ça. En principe, une fusion du cœur. Oui, au moment où tu as une fusion du cœur, tu as des mouvements de fuite. Bien sûr, tout le monde doit partir. Oui, la question, c'est ce qui est discuté. Je ne veux ni en discuter, ni l'envisager, ni être dystopique. On peut regarder les vidéos de Patrick Bart, Scott Ritter, Glenn Dizon, etc. Cela veut dire la question de savoir si l'Union européenne pousse son nihilisme au point d'envisager maintenant une escalade nucléaire. Cela a même été abordé, oui, donc cela a effectivement été exprimé. Cela vient bien sûr aussi du fait que nous, comment dire, de façon analogue, donc ni militaire, ni nucléaire, nous n'arrivons à rien du tout. Nous n'avons pas de chars, il n'y a rien qui fonctionne. À la Bundeswehr, tout est rouillé d'une certaine manière et il manque aussi des soldats. Oui, cela veut dire qu'en termes de commandement militaire classique, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrions agir que de manière nucléaire. Si l'on dit « l'Occident doit gagner », c'était le discours sur la paix par la victoire. En ce sens, je dirais que le plus grand danger en ce moment, c'est la psychologie à laquelle l'Occident est soumis. L'aveu que nous avons perdu, notre arrogance et notre suffisance impitoyable nous retombent dessus. L'orgueil précède la chute, et c'est ce qui nous arrive. Avant Noël, impossible d'en parler à qui que ce soit. Oui, et c'est pourquoi je suis vraiment très inquiète. Parce qu'il y a d'une part cette possibilité d'escalade nucléaire autour de Zaporijjia, d'autre part, il y a cette confiscation des avoirs russes. Ce conflit a lieu en ce moment. Là, il y a vraiment de la pression derrière et il faut bien en prendre conscience maintenant. Il s'agit donc de confisquer des avoirs russes de 200 milliards d'euros déposés dans une banque de compensation en Belgique. Ce n'est pas seulement contraire au droit international, cela rompt aussi avec le principe de la Suisse. En Europe, les avoirs sont en sécurité. Imagine maintenant que cela soit confisqué.
Imagine que le lendemain, les Chinois retirent toute leur fortune d'Europe. Donc, si je voulais couper l'électricité à l'Europe, je dirais, chère Madame von der Leyen, confisquez donc les avoirs russes. Je parierais que tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont solidaires avec la Russie. Alors, tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui représentent la moitié de la population mondiale, retireraient leurs avoirs d'Europe. L'Europe s'effondrerait comme un château de cartes. Et le fait que cela soit présenté de manière purement analytique et objective, apparemment plus personne ne semble vouloir en parler, cela n'apparaît pas dans les actualités, ce n'est pas discuté. Nous sommes tellement frappés par l'aveuglement et l'arrogance. Personnellement, j'en aurais presque les larmes aux yeux. Je veux dire, Ulrike, la réalité dehors te donne raison. Tu l'as prêché depuis le premier jour. Les premières pages devraient simplement afficher « Géraud avait raison ». On persiste dans ce mensonge, peut-être jusqu'à la fin, comme tu l'as bien dit. As-tu parfois un sentiment de satisfaction? Honnêtement, non. La situation est trop grave pour ressentir de la satisfaction ou du triomphe. Je n'en ressens aucune. En fait, je serais contente si la Cour fédérale du travail, disons, revenait à la raison. Oui, car nous avons besoin d'un état de droit efficace et d'une justice équitable. Je ne ressens pourtant aucun triomphe. Vraiment pas. Oui, donc je suis. Avoir raison, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. J'avais raison. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir raison? Il y a l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction, selon Maxime Weber. Oui, donc avec l'éthique de la conviction, on ne va pas loin. Et j'aurais vraiment préféré. Comme triomphe, je souhaiterais que les jeunes poursuivent leur manifestation pour la paix, que nous, en tant que société, nous nous remettions un peu en mouvement. La grande majorité de la population allemande et des citoyens européens, j'ai aussi ce projet européen pour la paix en cours. Oui, nous ne voulons pas de guerre. Est-ce que les Russes ont aussi des bébés? Oui, les Russes ont aussi des bébés. Tu comprends? Je suis en fait un peu émue. D'un côté, j'ai honte que notre génération ait raté quelque chose pendant 60 ans. Même chez les jeunes, désormais à l'ère du numérique, on pense différemment et certaines choses n'ont plus été transmises. Oui, et je serais simplement heureuse que nous puissions en sortir à nouveau. Ce serait l'essentiel. Notre conversation sera diffusée juste avant Noël. Donne à nos téléspectateurs 3 recommandations d'action très concrètes pour gagner un peu plus de clarté et de souveraineté en 2026. Je dis toujours, le mieux, c'est, rappelons-nous Socrate. Quand le voisin revient et dit « Oui, Poutine, si on ne l'arrête pas à Kiev, il ira jusqu'à Lisbonne ou un truc du genre. » Socrate répondait toujours sur l'agora « Est-ce vraiment le cas ?» Donc, à tous ceux qui sont toujours tellement convaincus que le vaccin est sûr ou que Poutine veut marcher jusqu'à Lisbonne ou quoi que ce soit d'autre, on peut peut-être tout simplement leur répondre au portail du jardin. Est-ce vraiment le cas? Si on fait ça 3 fois dans une conversation comme celle-là, en général, l'autre personne n'a plus d'argument après. Il suffit de dire 3 fois « Est-ce vraiment le cas ?» Ensuite, il faudrait, je crois, que nous redevenions visibles comme société sur la question de la paix. Je souhaite avant tout aux élèves beaucoup de courage et de force de caractère. Dire « ce n'est pas notre guerre, ni celle de cette génération ». Ils n'en sont pas responsables et ils devraient vraiment élever la voix et refuser le service militaire. C'est vraiment important. Nous devons, en tant que République fédérale d'Allemagne, nous souvenir de nos origines. Je répète, la campagne de Barbarossa. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. À ceux qui lisent encore, il y a un livre formidable, Jochen Helbeck. J'en ai parlé sur ma chaîne dédiée au livre. La toute autre guerre, et il décrit cette campagne de Barbarossa. Si nous arrivons à mettre ce livre dans chaque foyer allemand, alors la guerre et la haine des Russes seront terminées. C'est vraiment ce que je souhaiterais. Les manifestations étudiantes prennent de l'ampleur et sont soutenues, et tout le monde retrouve un peu de courage pour ce que nous défendons ici. Nous lisons Jochen Helbeck, nous nous souvenons de notre histoire, de 41, de Willy Brandt et d'Egon Bahr. Nous nous souvenons que nous avons déjà formulé cette équation, le changement par le rapprochement. Nous nous souvenons que nous voulions un ordre de paix avec la Russie. Nous pouvons être raisonnables. Si nous faisons cela avec la Russie, le pipeline sera reconstruit, les sanctions levées et l'économie repartira grâce au gaz. Ce pays pourra avancer. J'aimerais ces 3 choses et tout le monde peut y participer.
Ulrike, je te pose pour finir 5 questions à choix rapide. Tu dois te positionner. Mais c'est très important. Des réponses courtes. Sauver l'Allemagne ou soi-même. Sauver l'Europe? Allemagne 2030, Renaissance ou République bananière. Puisque l'Allemagne devient européenne, c'est toujours une Europe allemande, une Allemagne européenne. Elle n'y parviendra pas seule. Renaissance signifie renouveau. La dernière était européenne, donc une renaissance européenne. Qui choisirais-tu sur une île déserte, Netanyahou ou Donald Trump? Trump? AfD, tabou ou thérapie? Euke ou Weidel? Ce n'est pas pareil, mais cela reste une thérapie. L'AfD fait un bon travail politique de façade et demeure l'épine dans la chair. Et dernière question, peux-tu développer un peu plus? Qu'est-ce que tu chuchoterais à l'oreille de la version de toi à 20 ans? C'est vrai? Ne crois rien que tu n'aies pas vécu toi-même. L'enseignement des Bouddhas. Ne crois rien que tu n'aies pas expérimenté toi-même. Ne crois rien que tu n'aies pas expérimenté toi-même. Ne te laisse pas raconter des histoires. Un pays qui condamne moralement la critique perd son orientation. Et c'est précisément pour cette raison que des voix comme la tienne sont indispensables. Je suis sûr que l'histoire traitera ta position de manière bien plus juste que le présent. Merci pour ta clarté, merci pour ton courage, et je te souhaite, à toi et à ta famille, tout le meilleur. Merci Simo, à toi aussi. Excellente fête à tous. Chez nous, un enfant va naître. Il faut aussi prendre cela au sérieux. Chez nous, un enfant va naître. C'est toujours l'espoir de l'enfant, l'avenir, et à tous un bon passage à la nouvelle année.